Au sommaire de ce journal, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Est se réuniront dimanche prochain en Tanzanie pour un deuxième sommet sur le Burundi où le président Nkurunziza a décidé de mobiliser les fonds publics pour l'organisation des élections. Au Bénin, des représentants de la société civile et de gouvernement assistent depuis ce matin à un symposium international sur le thème de l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement pour le dialogue interreligieux. Enfin, au Burkina Faso, l'exhumation du corps de Thomas Sankara, assassiné en 87, a lieu ce mardi à Ouagadougou, où les tombes de deux de ses compagnons ont été ouvertes ce lundi. Ravi de vous retrouver sur SICA, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons cette tranche d'information par le Kenya, où 13 policiers sont portés disparus depuis hier soir dans la zone la plus isolée de Garissa après une attaque des islamistes somaliens Shebab dans le nord du pays, proche de la frontière avec la Somalie. D'après une source sécuritaire, c'était lors d'une embuscade contre des policiers en patrouille. Une vaste opération est déjà en cours dans le pays pour essayer de la retrouver. Du côté des Shebab, le mouvement annonce avoir tué une vingtaine de policiers. Le Burundi, à présent contesté dans la rue et sous pression de la communauté internationale, le président Pierre Nkurunziza a durci le ton ce mardi en rejetant les pressions diplomatiques. Ces déclarations interviennent un mois, jour pour jour, après le début des manifestations dans la capitale burundaise, Bujumbura. Pendant ce temps, les dirigeants des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont annoncé une réunion pour le dimanche prochain en Tanzanie pour un deuxième sommet sur la crise politique au Burundi. Reportage. Les dirigeants des pays de la communauté d'Afrique de l'Est se réuniront dimanche en Tanzanie pour un deuxième sommet sur la crise politique déclenchée après l'annonce de la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Un précédent sommet avait été déjà organisé à Dar es Salaam à cet effet. Des généraux burundais avaient profité de l'absence du pays du président Nkurunziza pour annoncer le 13 mai un coup d'État qui avait échoué 2 jours plus tard. Les putschistes s'étaient appuyés sur des mouvements populaires pour justifier leur tentative de coup d'État, reprochant au président Nkurunziza, élu en 2005 et 2010, de se représenter au mépris de son peuple. Face à la pression de la rue et de la communauté internationale, Nkurunziza a durci le ton. Le gouvernement est profondément préoccupé par l'activité diplomatique en cours qui tend à saper et dans une large mesure à dénigrer les institutions républicaines et constitutionnelles du pays, a dénoncé sur les ondes de la radio nationale le porte-parole du gouvernement Philippe Nzobonariba. Non seulement il rappelle que les institutions du pays doivent être respectées par tous, y compris la communauté internationale, mais demande aux différents ministères et à la présidente d'opérer des ponctions sur leur budget et également la commission chargée d'organiser le scrutin présidentiel de revoir son budget. Cette mesure vise à organiser coûte que coûte la présidentielle prévue pour le 26 juin. La police était de nouveau déployée en force dans les quartiers contestataires de Bujumbura mardi. Comme c'est le cas depuis plusieurs jours, les policiers tentaient de prévenir tout rassemblement. Des tirs étaient signalés dans plusieurs quartiers avec des affrontements entre policiers et manifestants. Le Bénin à présent, un symposium international s'est ouvert ce mardi à Cotonou avec pour objectif d'instaurer le dialogue interreligieux et interculturel comme vecteur de paix et de développement des pays africains. Ce symposium rassemble des représentants de sociétés civiles et gouvernements venus de plusieurs pays. Les précisions dans ce reportage de Johannes Towanou et Floris Dossa. Du 26 au 28 mai, d'éminentes personnalités d'horizons divers séjourneront à Cotonou au Bénin autour de la problématique de la paix, un fondement nécessaire pour une vie en communauté sans heurts malgré les clivages religieux et les croyances. Initiative du professeur Albert Tevoedre, président du Centre africain de prospective sociale et ancien médiateur de la République du Bénin, le symposium, outre l'Afrique, vise le monde à travers l'enracinement de la paix et le jour de son ouverture illustre cette démarche. Il y a en effet 1 an exactement, le monde entier, médusé, apprenait l'invitation du pape François à Mohamed Abbas et à Shimon Peres, président des États d'Israël et de Palestine, à venir prier à Rome avec lui pour un engagement déterminé dans le parcours d'une paix durable.
Les activités de la rencontre sont prévues pour durer 3 jours. Placé sous le thème « Initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel », le président de la République du Bénin a voulu être témoin de l'avènement de cet ordre nouvel dans la pacification du monde. C'est sur ces mots, distingués invités, que je déclare ouvert les travaux du symposium international sur le lancement de l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. Vive l'Afrique qui surmonte ses difficultés et qui relève ses défis. Vive la coopération internationale. Vive la promotion du dialogue interreligieux et interculturel sur notre planète. Que Dieu Tout-Puissant bénisse vos réflexions et vos échanges. Je vous remercie infiniment. Toutes les confessions religieuses prennent part à la rencontre et des délégations sont venues des 4 coins du monde pour animer les divers panels et activités. Au Burkina Faso à présent, c'est ce mardi qu'il est procédé à l'exhumation du corps de l'ex-président Thomas Isidore Noël Sankara dans le cimetière de Dagnoé à Ouagadougou hier lundi. Au démarrage du processus d'exhumation des corps, les tombes de 2 de ses compagnons également assassinés lors du putsch d'octobre 87 ont été ouvertes devant des centaines de sympathisants venus nombreux assister à cette opération. Je vous propose de faire un retour sur l'ambiance qui a prévalu ce lundi à Ouagadougou devant le cimetière de Dagnoé. Des centaines de personnes se sont présentées aux portes du cimetière de Dagnoé dès 6 h ce lundi matin. Le cordon de sécurité dressé par la gendarmerie a eu du mal à maîtriser une foule nombreuse, majoritairement composée de jeunes qui voulaient s'assurer que les tombes contiennent réellement les corps présumés. La famille et les partisans de Sankara doutent également que son corps s'y trouve réellement. L'exhumation des corps se déroule également loin des objectifs des caméras, la presse n'ayant pas été autorisée à y assister. Mais il y a un problème. Pourquoi on ne veut pas que nous on ait un pouvoir clair dans cette histoire? On peut rester à 100 mètres et puis on voit les affaires. Nous-mêmes on peut aider les gens à creuser. Nous ne sommes pas mis ça dans nos motos pour venir, on est venu de nous-mêmes. On a un idéal de Thomas Sankara. Aujourd'hui on dit la presse ne rentre pas. La presse est le témoin vivant de l'histoire. Sans la presse on peut savoir quoi? Rien. Pourquoi la presse ne rentre pas s'il n'y a pas de livre dedans? Il y a le livre dans fait là. On veut que nous, la presse n'a qu'à rentrer ou bien nous-mêmes on n'a qu'à rentrer. C'est l'histoire. Nous sommes témoins de l'histoire. En 85 on était petits mais aujourd'hui on a grandi. On est là pour la vérité. La patrie ou la mort? Nous vaincrons! Selon l'avocat de la famille Sankara, maître Benewende Stanislas Sankara, 4 personnes par famille ont été autorisées dans l'enceinte du cimetière. Mais la famille du président Thomas Sankara n'était pas présente sur les lieux. Des leaders politiques et représentants du parti sankariste ont pu pénétrer pour assister à l'exhumation. Dans la tradition la tradition Tulum aussi, dont est originaire le président Thomas Sankara, il n'est pas indiqué d'exhumer le corps de quelqu'un d'un défunt. Et moi-même, j'ai interrogé un des oncles du capitaine Thomas Sankara, en tout cas, qui, même s'il était d'accord pour l'exhumation, parce que selon lui, c'est le peuple burkinabé et même la population tout entière qui demandait cela, mais dans la tradition, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc je pense aussi que ça peut être l'une des raisons pour lesquelles la famille Thomas Sankara n'a pas souhaité être présente. Sinon, la sœur Blandine Sankara l'avait véritablement donc annoncé les couleurs que la famille ne serait pas présente pour assister aux travaux d'exhumation du corps. Thomas Sankara a été enterré à la Sauvette le soir du 15 octobre 1987, après son assassinat lors du coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir. En bref, à présent, le président guinéen Alpha Condé a demandé ce lundi à son gouvernement d'ouvrir sans délai des négociations avec les dirigeants de l'opposition dans le but de mettre fin au blocage politique qui a entraîné de violentes manifestations dans les rues de ce pays. Cette annonce intervient après plus d'1 mois et demi de bras de fer entre le président et l'opposition autour du calendrier électoral, ce qui a occasionné de violentes manifestations qui ont fait des morts et des dizaines de blessés à Conakry et dans plusieurs villes en province.
Dans sa lettre, le président Alpha Condé ne fixe pas de calendrier pour les négociations avec l'opposition, mais émet le souhait qu'un dialogue soit organisé sans délai. Un autre élément, nous restons cette fois-ci toujours en Guinée, où le pays s'apprête à célébrer son 57e anniversaire d'accession à l'indépendance. Dans le cadre de cet événement, l'État guinéen a entamé plusieurs chantiers de construction et de rénovation, notamment dans la région moyenne de Guinée. Voici les précisions à travers ce reportage. À Dalaba, en Guinée, deux grandes périodes historiques se font face à l'ombre d'une pinède balayée par le vent d'altitude, la Villa Janine et la Casa Palabre. Il y a d'abord celle de la Casa Palabre. Ici se sont tenues pendant de nombreuses années les réunions des gouverneurs, des administrateurs et des chefs de canton au bénéfice du régime féodal puis des colonisateurs français. À partir de l'indépendance en 1958, la Casa a ensuite accueilli des hôtes de marque comme Fidel Castro ou Gamal Abdel Nasser. Professeur d'histoire à la retraite, El Hadji Ibrahim Abba a suivi une à une les étapes de la restauration. On a cherché à refaire tel que c'était. Malheureusement, il y a quelques imperfections qui n'ont pu atteindre l'objectif, notamment le toit. Le toit était en cône et cette fois le plafond est plat, ce qui est un changement notoire. Et sur les gravures des murs, il y a également quelques petits changements. On n'a pas pu refaire les figures telles qu'elles étaient au départ. Mais cela vaut mieux que rien. Et c'est encore une très bonne chose parce que l'essentiel de l'édifice est revenu tel que c'était sous, disons, sa construction même. À moins de 50 mètres de la Casa Palabre, la Villa Janine s'est réservée la plus belle vue. Le bâtiment a été construit en 1936 par le gouverneur français de l'époque. Pendant la présence française, Dalaba était le point d'attraction de tous les Européens des colonies d'Afrique occidentale. Plutôt que de rentrer en France, ils venaient à Dalaba, perché à plus de 1200 mètres d'altitude, pour profiter de sa fraîcheur. Contrairement à la Casa Palabre, la restauration ne s'est pas embarrassée du passé. Les persiennes ont été remplacées par des vitres et des climatiseurs et des douches ont fait leur apparition. Non loin de là, dans ce lycée de Dalaba, la colonisation est au programme, mais les élèves ne connaissent pas le site. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance à la visiter, parce que le plus souvent, on trouve la case fermée. Une situation que regrette leur professeur d'histoire. Je suis un peu désolé par rapport à ça en tant que professeur d'histoire. Ces enfants-là devraient connaître, n'est-ce pas, ce site historique, n'est-ce pas, qui est vraiment magnifique. Les travaux devaient être achevés pour la fête de l'indépendance le 2 octobre 2014, mais Ebola et des retards de chantier ont bouleversé le programme. Une fois achevés les travaux de restauration, la maison du gouverneur et les autres cases du site seront visitables et même habitables, mais pas par tout le monde. Comme dans le passé, seuls les visiteurs de marque seront acceptés pour la nuit dans ces étranges hôtels. C'est par cet élément que nous mettons donc terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Sika.